est d'importance. Je vais d'abord saluer les amis de la presse, parce que cette rencontre est la vôtre. Vous avez la lourde charge de transmettre des informations à nos populations et porter le plus loin possible les avis, la position du parti sur les questions nationales, les questions de politique nationale. Merci donc d'être là et merci de nous assister tous les jours, de nous accompagner dans cette noble tâche, chers confrères. C'est donc à l'occasion donc de ce 35e numéro de la tribune PPACI, le sujet il est le suivant. Le docteur Koné Katna Justin, président du CSP, tout à l'heure à son arrivée vous entretenir sur le sujet d'actualité suivant qui est d'importance. Le thème porte sur l'ordonnance 24-360 du 24 juin 2024 relative à la société civile. Une ordonnance attentatoire aux libertés publiques et aux valeurs démocratiques. Apprêtez donc vos stylos, vos dictaphones, vos caméras. Dans pas longtemps, cette tribune va donc démarrer. Mais avant, je voulais saluer la présence de la haute direction du parti qui, comme à son habitude, nous assiste, nous rend visite à chaque occasion des tribunes. Merci d'être là. C'est quand vous n'êtes pas là qu'on est étonné. En tout cas, merci d'être là. Merci beaucoup. On est prêt à accueillir tout à l'heure le président du Conseil stratégique et politique, le CSP, le docteur Justin Katina Koné, qui va animer une fois de plus cette tribune, nous entretenir sur le thème suivant. Je l'ai évoqué tout à l'heure, il est relatif à l'ordonnance relative à la société civile, une ordonnance qui est attentatoire aux libertés publiques et aux valeurs démocratiques. Le sujet est si important, il est si important parce que d'autres partis, le PPACI qui était parti de gauche, met un point d'honneur à protéger la liberté publique qui est fondamentale d'une démocratie qui se respecte. Est-ce qu'on est prêt à recevoir le conférencier? Quand on me fait signe tout à l'heure, nous allons l'accueillir et nous allons lancer cette tribune qui est à sa 35e édition, le 35e numéro de la tribune PPACI, qui aujourd'hui, dans l'univers journalistique en Côte d'Ivoire, prend toute sa place. Et quand on voit le bouillonnement de la vie politique en Côte d'Ivoire, on comprend que cette tribune à sa place, elle est si bien faite qu'on a été copié. Bon, une pâle copie. Suivez mon regard. La régie, mets tout même petit. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for
for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I got no love for the fakeness. les bulletins, on va compter les voix, on va regarder. Mais ils n'ont pas gagné. Si tu tu ne mérites pas un trône et que tu veux t'asseoir dessus forcé, c'est Dieu qui règle ce problème. Parce que le trône est sacré.
Que dire, que faire quand l'injustice flagrante frappe mon pays de plein fouet? Que dire, que faire? 30 ans à lutter pour la démocratie, bâillonné, muselé, aucune lame, non, aucun couteau ne m'a jamais effleuré les mains. Que dire, que faire quand j'ai tout sacrifié? Moi qui un jour de septembre 2002 fus attaqué. Quand des démocrates sont assassinés, des populations sont massacrées et que je suis l'accusé. Que dire, que faire quand le crime court de victoire en victoire et cassé son balan? De Pretoria à Makoussi en passant par Accra et Lomé. Quand l'international se mue en communauté internationale, de 5 grands confondent sur moi, tel un prédateur affamé sur sa proie. Mon crime vouloir le bien de mon peuple, mon crime vouloir le bien de l'Afrique, mon crime vouloir le bien des Burnis, vouloir le bien de tous ceux qui me sont chers. Babo, ayo, 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 babo, ayo, ayo, Béazin, encore les miens. Le combat continue. Quand comme au temps jadis, les esclavagistes surgissent pour nous imposer un imposteur. Quand comme hier l'apartheid, imposant ses pas pour séparer les races. Que dire, que faire, quand comme hier le charter du nègre soumis, qui ménote le nègre insoumis. Chers amis de la presse, distingués invités et à tout la haute direction du parti, recevons le docteur Justin Katna Kone et à sa suite également le président exécutif du parti, le professeur Sébastien Danandjadje, pour le 35e numéro de la tribune du PPACI. Le docteur, le PEC salue donc toutes les hautes adhésions du parti avant de s'installer. Après avoir salué donc la haute direction du parti, le docteur Katna Kone salue la presse, nos amis de la presse, nos confrères. Je vais demander de mettre les téléphones sous silence ou vibreur pour ceux ou celles dont les téléphones ne sont pas équipés de cette technologie. Priez à les éteindre le plus simplement possible. Je vous remercie. Je salue donc la presse. Je salue également les espions. Si vous êtes encore là, soyez salués. Oui. On s'étonne qu'on espionne un débat qui est public et ouvert. Enfin. Monsieur le président du Conseil stratégique et politique, Dr Justin Katna Kone, distingués invités, membres de la haute direction du parti, chers amis de la presse, mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue au siège PPACI pour le 35e numéro de la tribune du PPACI, qui s'inscrit dans le cadre de l'engagement du parti à promouvoir le débat sur les grandes questions nationales, le débat public s'entend. Aujourd'hui, nous aborderons un sujet d'une actualité brûlante. Il s'agit de l'ordonnance 24-3
160 du 24 juin 2024 relative à la société civile. Une ordonnance attentatoire aux libertés publiques et aux valeurs démocratiques. Cette ordonnance, récemment adoptée, soulève des préoccupations majeures quant à son impact sur l'espace civique et les libertés fondamentales dans notre pays. Le PPACI, fidèle à ses valeurs démocratiques, tient à partager son analyse, sa position sur cette question cruciale. Pour nous éclairer aujourd'hui, nous avons, comme à l'habitude, l'honneur d'accueillir donc le docteur Justin Katna-Koné, président du CSP, dont l'expertise et la vision nous permettront de mieux comprendre les enjeux de cette réforme. Docteur Katna-Koné, le micro est à vous. Tout à l'heure, quand vous finirez, la presse vous posera la question pour approfondir donc ces débats. Merci beaucoup, Edouard. Je voudrais m'assurer, est-ce que le son est bon? Est-ce que le retour est bon? Parce que les dernières fois, on nous a reproché que le retour que les auditeurs percevaient n'était pas du tout bon. Je voudrais m'assurer, est-ce que c'est bon? Camarade président exécutif, merci de ta présence régulière à la tribune. Merci d'avoir intégré la tribune comme un président intégrant de l'agenda du parti. Merci pour ton leadership. Camarade vice-président, le premier vice-président du CSP, mon maître, c'est lui qui m'a envoyé au FPI. C'est lui qui m'a recruté au FPI en 1989. Et donc, c'est mon maître. Camarade, mon grand frère, président de l'inspection générale, le docteur Malik. Camarade Dabian, préfet, membre du CSP. Camarade et notre épouse, camarade Agnès Monet, épouse camarade. Vice-présidente du parti chargée de la région du district d'Abidjan. Camarade cher aîné Sokouri. Merci d'être là, camarade, frère, mon grand frère Soro, le patriarche de Pakwekou, camarade Henri-Philippe Dakouri. Parce que quand je ne mets pas Henri-Philippe, il se plaint. Henri-Philippe Dakouri. Camarade vice-président chargé de la société civile, l'ambassadeur Koudou Kessier, camarade professeur chargé des questions de la santé, Toussaint, et l'agronome, j'aime bien l'appeler l'agronome Dominique. Chers camarades, c'est un agronome. Ah oui. Chers camarades, Luc, bonjour à vous tous. Victor, le secrétaire général adjoint. L'époux de notre assistante est là, elle est venue nous soutenir. M. Bélissan, c'est l'époux de notre assistante. Chers amis les journalistes, merci beaucoup d'être là. Merci d'avoir répondu. Les membres de mon cabinet, merci beaucoup pour votre présence. Tout à l'heure, mais je voudrais vraiment assurer, est-ce que le son est bon? Les spectateurs, ils reçoivent le son bon? D'accord. Tout à l'heure, le maître de cérémonie, Edouard, a planté le décor.
nous voulons vous remercier pour votre présence régulière à cette tribune qui se veut un lieu d'échange et de bonification de la démocratie dans notre pays. En principe, le numéro d'aujourd'hui devait se consacrer à la poursuite du bilan de l'action du régime RHDP, et donc c'était le versant social, avec un point essentiel qui concernait l'enseignement supérieur et la question de la santé. Mais on va reporter parce qu'il y a une question plus urgente qui menace la cohésion sociale et qui fait que nous sommes obligés de recalibrer notre numéro et le concentrer sur cette situation. Il s'agit donc de l'ordonnance 2024-356 du 12 juin 2024 qui vise particulièrement la société civile dans toutes ses composantes et pour laquelle d'abord les ONG avaient saisi le parti. Par la suite, ce sont les églises qui ont, notamment la Confédération des églises évangéliques et des protestants, qui ont saisi son Excellence le président Laurent Gbagbo de cette affaire. Parce qu'ils estiment que, en tout cas, ces personnes estiment d'être fragilisées par cette ordonnance. Et on a eu une réunion de CSP spécialement convoquée par le président sur la question. Et c'est ce qui a justifié que nous rechangeons le programme et que nous abordons cette question aujourd'hui. Elle est très importante pour nous parce qu'elle est la caractéristique, l'illustration de ce qu'on pourrait appeler les dérives autoritaires du régime du RHDP. Il ne faut pas avoir peur de les mots. Nous sommes en train, en fermant les yeux, quand nous acceptons l'inacceptable, eh bien évidemment le pouvoir se renforce. Et chaque fois qu'un pouvoir se renforce et qu'il ne rencontre pas d'obstacle, il évolue vers la dictature. C'est le propre de tous les pouvoirs. Et c'est pourquoi nous devons aborder cette question. Franchement, et que aucun Ivoirien ne pense qu'il n'est pas concerné parce que ça concerne un groupe de citoyens. C'est justement cette façon de voir les problèmes qui fait que finalement le peuple se divise et le régnant croit être tout puissant et qui n'a de compte à rendre à personne. Parce que lorsqu'il touche à un pan de la société, l'autre pan dit « je ne suis pas concerné ». Pourtant, nous sommes concernés. Autant que nous sommes assis, nous sommes soit musulmans, soit chrétiens, de différentes obédiences, même animistes. Nous sommes syndicalistes, nous allons voir, c'est toutes ces personnes-là qui sont visées par cette loi, par cette ordonnance. Mais avant cela, il est bon que nous rappelions un certain nombre de choses. Comment le parti a évolué, des informations qui nous semblent essentielles. Son Excellence le président Laurent Gbagbo poursuit sa visite de proximité avec les populations dans le district d'Abidjan qu'on a nommé la tournée Kokoko. Le 8 février dernier, c'était une démonstration extraordinaire à Marcory. Après-demain, c'est-à-dire le samedi 1er mars, au stade d'Angré, le président rencontre les populations de Cocody et de Bingerville, c'est-à-dire une bonne partie de la population d'Abidjan Nord. Ce sont ces populations qui l'accueillent, mais c'est toute la population d'Abidjan qui est invitée, parce que le président abordera des questions essentielles, des points forts qui touchent aux populations. Donc, c'est le samedi prochain, le 1er mars, au stade d'Angré. Chaque jour, nous devons montrer une mobilisation croissante qui témoigne de l'adhésion des populations au président Laurent Gbagbo et qui doit pouvoir permettre aux uns et aux autres,
surtout les sourds et les aveugles, se rendent compte qu'on ne peut pas louvoyer, on ne peut pas exclure un acteur aussi central et important du processus politique en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est l'un des enjeux de cette mobilisation. Donc, le PEX est là, c'est eux qui pilotent cette opération. En nom du parti, nous appelons tous les camarades militants, toutes les militantes, d'abord de Cocody et de Benjerville, mais l'ensemble des populations, y compris les militants d'ailleurs, d'envahir ce stade pour démontrer encore davantage la force de mobilisation, la force mobilisatrice que représente le PPACI. C'est le samedi prochain. Le 15 février, on n'a pas le choix, parce que les femmes mènent la danse dans cette affaire ces temps-ci. Après les assises remarquables au palais de Bernard Dadier, le 15 janvier, je crois, ou le 11 dernier, nous avons vu une mobilisation extraordinaire des femmes. On pensait que ce n'était que quelque chose d'assez sporadique, mais elles ont remis le couvert à Gagnois, où aussi nous avons vu une mobilisation extraordinaire des femmes qui ont répondu à l'appel donc, de Mme Babo pour recevoir leur mission de messagère du président Laurent Gbagbo. Ce sont les messagères du président Laurent Gbagbo et les femmes sont venues de partout pour répondre. Et ça aussi, elles ont démontré une très forte mobilisation, une mobilisation extraordinaire. Et il ne faut pas que nous, les hommes, on puisse faire pâle figure par rapport à la mobilisation des femmes. Sinon, elles vont nous arracher le pouvoir. Hein. Mais le clou de tout ça, c'est les 4 et 5 avril prochain à Dabou. Le 22, samedi dernier, le 22, nous avons lancé ceux qui sont chargés de cette organisation, le président exécutif et le vice-président Picard chargé de la fête de la Renaissance, ont procédé au lancement de cette manifestation grandiose qui aura lieu à Dabou. Agboville était une mobilisation déjà inoubliable. Mais là, nous sommes en une année électorale. Nous souhaitons et nous croyons que la mobilisation de Dabou doit pouvoir faire taire ou alors parler les muets ou taire définitivement les prolixes. Elle doit être une mobilisation extraordinaire. Et c'est pourquoi nous avons changé le mécanisme et le procédé, le mode opératoire. Généralement, c'est une conférence de presse qu'on fait pour faire l'ouverture, les 2 dernières sessions. Cette fois-ci, c'était une rencontre populaire et les militants sont venus de partout pour montrer, et c'est la prélude à la forte mobilisation qui est attendue à Dabou, qui n'est pas loin d'ici. En tout cas, ce jour-là, de Songon à Dabou, jusqu'à une bonne partie de la route de San Pedro vers Grand Laou, doit être notre route. Dabou doit être notre ville. Et on compte sur vous là-dessus. L'autre élément, c'est que le président Laurent Gbagbo, très sensible, qui est à l'écoute des populations, a été meurtri et touché par les cris de détresse des personnes qui sont spoliées de leurs terres et de leurs parcelles, de leurs biens fonds à Abidjan. C'est devenu quelque chose d'extraordinaire et de pathétique. Parce que lorsqu'on touche à la propriété, il est de coutume de dire que
La propriété, c'est, notamment immobilière, c'est la première et la dernière chose qui arrive avant la vie, la fin de la mort, c'est-à-dire la fin de la vie. On ne peut pas jouer avec. Et le président a été touché par tout ce scandale qui a tout autour de ça. Et il a convoqué d'urgence le groupe parlementaire pour les envoyer en mission. Pour qu'ils prennent à bras-le-corps cette question et avec d'autres députés, ils puissent se saisir de l'affaire et interpeller le gouvernement pour que une solution soit vraiment trouvée à ce problème qui est crucial. Nous allons certainement faire un autre point là-dessus l'un de ces jours quand tous les éléments seront réunis. Mais il faut dire que c'est pathétique ce qui se passe. C'est-à-dire, les gens profitent de trois choses. Et le président a bien touché. On a voulu faire, on ne sait pas jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui justifie cet aveuglement, cette volonté absolue et incompréhensible de vouloir faire d'Abidjan le seul lieu, le seul pôle qui concentre toutes les dimensions, toutes les variantes, tous les aspects de la vie économique, sociale, tourisme, commerce, industrie, administration, école. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. La conséquence, c'est que les autochtones sont spoliés de leurs terres. Ils ont tout perdu. Mais lorsque l'offre est forte, l'offre est faible et que la demande est forte, c'est la loi primaire en économie, évidemment, beaucoup de pratiques ou de mauvaises pratiques s'installent, puisque la concurrence est forte et elle devient déloyale. Et donc, trois éléments concourent à ça. La faiblesse, la rareté des parcelles, la concentration de la population face à une rareté donc, des logements, donc des parcelles. Deuxièmement, une législation foncière qui est faible. Il faudra que nous corrigeons. Et puis, tout cela, mijoté dans la sorte de la corruption endémique, jamais enregistrée en Côte d'Ivoire sous aucun régime dans notre pays. Jamais. Je vais vous donner un exemple. Une dame, une haute autorité de ce pays, qui est un haut fonctionnaire, sorti de l'ENA fraîchement, a acquis un terrain au village d'Anono. La dame, elle s'appelle Loboshi. Elle s'appelle Ake Mondon Loboshi, épouse Seka, elle, Lydie. Et dans le guide villageois, elle a mis elle, parce qu'elle ne pouvait pas écrire tout Lydie. Il s'est trouvé que quelqu'un est passé, allait faire une fausse carte d'identité, en changeant le L en Léon, mais en gardant tout le nom. Or, le nom Loboshi, là, enfin, Madame Monet, Loboshi, là, c'est un nom de femme, non? Agnès. Loboshi, là. Bon. Loboshi, on m'a expliqué, on dit que c'est la femme qui porte le monde. Le monde. La femme du monde. Donc, c'est un prénom attiré pour une femme. Mais comme ils veulent tricher, ils ne savent pas que c'est un prénom pour une femme, ils ont donné ça à un homme. C'est-à-dire, le L là, qui est Lydie là, comme ils ne savaient pas ce que ça veut dire, ils ont remplacé Lydie là par Léon. Et donc, le gars s'est fait appeler Ake Mondon
le Boshi, Léon. Et quand on fait le compulsoire et qu'on est arrivé plus loin, on se rend même que la pièce d'identité que la personne a utilisée, le numéro, correspond même à une autre personne qui est un baoulé, qui est quelque part dans un campement baoulé vers Boaké. Mais la personne a accédé. C'est pour vous dire à quel point, même en trichant, les gens ne se gênent même pas. J'ai dit ça parce que, il y a plus ce cas, il y en a tellement, c'est tellement grossier qu'un homme se fasse appeler, se donne le prénom d'une jeune fille, sans savoir qu'il s'agit d'une jeune fille pour aller faire un document, et puis que ça prospère. C'est tout ça là qui pose problème. Et le président a réuni ses députés et leur a dit, prenez ce dossier en main parce que cela est très important. Vous êtes dans votre maison le lendemain, vous êtes même dans la propre maison. Vous sortez, quelqu'un a mis du sable devant votre maison, il dit que c'est sa maison, il va construire là-dessus. Oh, vous êtes déjà même dans la maison. Il faut que nous finissions avec ça. Et le président, le parti va aider les députés pour leur donner toutes les informations afin que ce dossier-là, ils puissent le prendre à bras le corps. Ça, c'était les préliminaires. Nous avons dit que nous sommes dans des excès. Avec le RHDP, nous vivons toute forme d'excès et parfois de manière insultante pour le peuple. C'est-à-dire qu'il y a de l'arrogance insultante pour le peuple. Je ne sais pas combien d'Ivoiriens ont vécu ce qui s'est passé le mardi 25 dernier. Je ne sais pas combien d'Ivoiriens se sont sentis heureux ou du moins se sont sentis humiliés par ce qui s'est passé sur la première chaîne de télévision au cours d'un débat qui intéressait toute la nation et même au-delà. Notre parti était représenté par, au sommet, le président exécutif de notre parti, c'est lui qui représentait notre parti à ce débat, qui devait porter sur la révision de la liste électorale. Mais sans égard, aucun égard, mais avec une irrévérence insupportable. La représentante de la CEI, en pleine émission, 36 minutes après, a quitté le plateau, mais sans même la moindre excuse vis-à-vis des Ivoiriens. Sous le prétexte qu'un préalable posé par le représentant du PDCI, qui finalement avait été accepté, portait préjudice à l'honneur de la CEI. Est-ce que vous imaginez? C'est-à-dire une institution financée par les fonds publics croit avoir un honneur et un ego plus élevé que l'honneur des Ivoiriens qui regardaient la télévision et sans respect pour elle, cette personne. De surcroît, la personne représente le barreau, donc une opinion neutre. Une opinion neutre Pour moi, j'ai été scandalisé. Et jusque-là, j'observe qu'il n'y a même pas la moindre lettre d'excuse. Enfin, je ne sais pas si vous en avez eu une. Ni de la RTI, ni la CEI. C'est inacceptable ça. C'est inacceptable ça. C'est même insultant, c'est irrévérencieux. Quel que soit le jugement qu'on peut porter au préalable soulevé par le représentant du PDCI qui ne manquait pas d'arguments pertinents pour le soutenir, rien ne peut justifier le comportement de la représentante de la CEI. Les témoins oculaires nous disent que quelqu'un est rentré dans le studio pour lui parler à l'oreille. Donc c'est une instruction venue du sommet de sa hiérarchie pour lui dire de quitter le plateau. Ceux-là, c'est eux qui croient que
ils veulent organiser nos élections pour nous. Mais qui n'ont aucun respect pour personne. Nous dénonçons cette façon de faire. Nous dénonçons cette façon de faire. Aucune institution de la République ne peut se prévaloir d'un honneur au-dessus du peuple ivoirien, de celui du peuple ivoirien. Ça manquait d'élégance, ça manquait de morale, et je n'en vais pas en dire plus, mais pour tout résumer, c'était insultant pour le peuple. Parce que tout le monde attendait qu'il vienne nous expliquer pourquoi il ne peut pas faire la révision de la liste électorale en 2025 alors qu'il avait déjà fait cette expérience en 2020. C'était la question que notre président exécutif allait leur poser de façon simple. Mais ça là, on n'a pas besoin de... Je ne sais pas, en fait, je ne sais pas. Mais dans la réalité, c'est parce qu'il n'avait pas de réponse. Dans la réalité, il n'avait pas de réponse. Nous, là, quand nous allons sur les plateaux, là, il y a parfois des gens qui nous disent des choses qui sont de nature à vous faire sortir de votre gond. Mais nous restons là, par respect pour les téléspectateurs, pour les peuples qui nous observent, à force d'une institution qui est censée être neutre, jouer le rôle d'arbitre. Et là-bas, on a soulevé des discussions qui n'ont aucun sens. Ce jour-là, la CEI n'était pas l'arbitre de l'émission, c'était le journaliste. La CEI venait débattre pour avancer une position que nous contestions. Donc, on ne peut pas me dire que ce jour-là, la CEI était... Non, elle était partie prenante dans un débat. L'arbitre, c'était le journaliste. Mais au-delà de cette dispute que vous trouverez occasionnelle, mais dans la réalité, au-delà de ça, il faut lire ça au-delà, c'est un manque de confiance totale entre l'opposition et la CEI. Cette dispute-là n'aurait jamais atteint ce niveau-là s'il n'y avait pas ce déficit de confiance à raison que l'opposition manifeste vis-à-vis de la CEI. Et la CEI elle-même, dans son comportement tous les jours, ses réflexes, elle ne s'en rend pas compte parce que nos gestes sont toujours guidés par soit notre conscience ou bien notre subconscient. Mais le comportement d'hier, la dernière fois, c'est véritablement le comportement du RHDP. Ce n'était pas la CEI, c'est une fédération, ou en tout cas, comment ils appellent les choses, le RHDP qui était là. Et la CEI se comporte exactement comme ça. À partir de ce moment-là, nous, au PPACI, nous sommes fondés, ça donne de l'eau à notre moulin quand nous demandons que cette CEI-là, elle ne peut pas organiser des élections en Côte d'Ivoire. Il faut qu'elle soit dissoute. C'est tout simple que ça. Et la plus grande illustration, c'est ce qui s'est passé ce jour-là. Nul ne peut se donner une autorité ou même un honneur au-dessus de celui du peuple. Quand ton balafon n'est pas bon, tu ne sais pas bien ton balafon. Quand tu le tapes, il faut éviter de faire du vent. Parce que tous les derniers gars vont t'exciter. Ton balafon, déjà, le son n'est pas bon. Et puis toi, tu le tapes, tu fais du vent. Mais les gens vont partir te laisser avec ton balafon. C'est comme ça la CEI fait. Donc, voici pourquoi le PPACI est fondé quand il demande tout simplement la suppression de cette CEI-là. Maintenant, nous arrivons à l'ordonnance. L'ordonnance, je reprends 2024-356 du 12 juin 2024, est décriée par tous les acteurs de la société civile. D'abord, les ONG nous ont déjà saisis. Plus d'une fois, on a eu des réunions avec la direction du parti. Ah, la RT, on vient de me dire que la RT vient de s'excuser. Merci beaucoup.
En tout cas, je suis heureux que la RTI ait pu le faire. On n'avait pas cette information, mais au moins, pour l'honneur du peuple, nous disons merci à la RTI. Nous leur disons aussi merci. Au moins, ils connaissent leur responsabilité vis-à-vis du peuple. Nous leur disons merci d'ici. Qui reçoivent nos remerciements. Mais nous attendons l'auteur de la faute. Voilà. L'auteur de la faute, il faut que la CEI, c'est elle qu'on attend. En tout cas, merci pour l'information et merci pour la précision. L'ordonnance. Quel est le contexte de cette ordonnance? Vous savez, dans la Constitution ivoirienne, à l'article 26, la Constitution ivoirienne, du 8 novembre, la Constitution taillée, écrite par monsieur le chef de l'État actuel, la société civile est considérée comme faisant partie de ceux qui font la promotion à la fois de la liberté d'opinion, donc, et puis du développement économique. C'est écrit noir sur blanc. Donc, cette constitution renforce la société civile, l'existence de la société civile. Mais il se trouvait que c'était seulement la loi de 1960, la loi de 60-315 du 21 septembre 1960, relative aux associations qui étaient encore appliquées à la société civile. Manifestement, cette loi ne répondait plus aux aspirations, du moins au niveau qu'a voulu donner l'État de Côte d'Ivoire aux associations. Fort de cela, l'Union européenne a financé une réflexion pour qu'on rédige une loi pour régir la société civile. Même ça, c'est l'Union européenne qui finance. Et il y a eu des travaux préparatoires avec toutes les associations. Il y a eu des ateliers, mais je crois à Bassam. Et au moment où les conclusions de certaines ont été portées au gouvernement et que les participants, la société civile, attendaient le retour du gouvernement, en pleine session, c'est-à-dire les députés sont là, ils siégeaient en juin, ce n'était pas les vacances judiciaires, les vacances parlementaires. Le chef de l'État, comme à son habitude, il s'assoit chez lui à la maison et il prend une ordonnance pour légiférer, pour régir la vie, le fonctionnement et l'existence même de la société civile. Ça, c'est le premier problème. Mais il y a quel problème qui fait qu'on ne pouvait pas, alors que les députés étaient là, on ne pouvait pas envoyer ce débat-là au niveau des députés. Mais il y a une raison, on verra ça. Et donc, il s'assoit et il prend une ordonnance dont les références ont été rappelées. Dès que cette ordonnance a été prise, immédiatement, les ONG nous ont rencontrés. Et ils ont formulé des griefs. Nous allons exposer les griefs d'abord des ONG, puis les griefs des associations cultuelles, c'est-à-dire les églises cultuelles, les confessions religieuses. Et puis notre position en tant que PPACI sur cette question-là. Que disent les ONG? Elles se réjouissent qu'effectivement, il y ait cette tentative, en tout cas cette initiative, de leur trouver un texte qui régisse leur existence. Parce que la loi de 1960 présentait beaucoup de faiblesses. Mais quand on a fini de dire ça, elle se pose beaucoup de questions. La même question que nous nous posons. Pourquoi c'est par une ordonnance, alors que tel que la Constitution a formulé, à le niveau qu'a donné la Constitution
à la société civile, pour la société civile, c'était une loi organique qui devait régir leur existence, puisque plus ou moins la Constitution, et c'est l'article 102 qui le dit, hein, j'aurais bien voulu le dire totalement pour vous, l'article 102 dit la Constitution que les lois organiques sont celles qui ont pour objet de préciser ou de compléter les dispositions relatives à l'organisation ou au fonctionnement des institutions, structures et systèmes prévus ou qualifiés comme tels par la Constitution. C'est l'article 102 de la Constitution. Or, justement, la Constitution qualifie la société civile de système et de structure. Donc, pour eux, ce qu'ils devaient suivre, c'était une loi organique et non pas une ordonnance. Parce que la loi organique, elle est plus forte et puis elle soulève un débat et son adoption nécessite donc une majorité un peu plus renforcée que la loi ordinaire. Ça, je m'en tiens à chose. Deuxièmement, ils estiment que les dispositions contenues dans cette ordonnance, c'est un recul démocratique en Côte d'Ivoire. Par exemple, la reconnaissance officielle, c'est-à-dire, ils disent, quand vous déposez une demande pour être reconnu comme une organisation de la société civile, il faut un temps pour qu'on puisse vous donner un récépissé, on puisse valider. Ils n'ont pas prévu de prendre dans cette ordonnance. C'est-à-dire, le ministère choisira, si Koné Katine vient avec une ONG, si ça ne nous convient pas, il prendra le temps qu'il faut. Et si Y vient avec une autre ONG qui lui convient, on lui donnera son récépissé. Or, tant que vous n'avez pas été reconnu comme tel, vous n'avez pas été autorisé. Certes, vous pouvez agir, parce que nous avons le régime de la déclaration préalable, mais vous ne pouvez pas être en justice parce qu'on ne vous a pas encore conféré la personnalité juridique. Rien n'est prévu pour protéger les acteurs des droits de l'homme. Alors qu'il y avait la loi en 2014, il y a une loi qui a été prise pour les protéger, mais l'ordonnance est venue pratiquement faire taire cette loi-là. Les articles 22, 47, 48 et 53 de l'ordonnance restreignent totalement la marge de manœuvre de la société civile et les placent sous le contrôle, je prends leur propre expression, étouffant, contraignant et étouffant du ministère de l'Intérieur. Puisque, pour certaines organisations de la société civile, le gouvernement peut prendre un décret en conseil des ministres pour dissoudre cette organisation. Ça a été le cas des syndicats dans le milieu estudiantin. Ils se sont assis, ils ont visé, dans le décret qui supprime ces syndicats, ils ont visé l'ordonnance. C'est l'occasion pour nous de vous rappeler quelles sont les personnes qui sont visées par l'ordonnance. C'est pourquoi il faut faire très attention quand ça sonne, on n'est pas concerné. L'article 2 de l'ordonnance précise que ce sont les associations, ce sont les organisations cultuelles, c'est-à-dire les ordres religieux, les ONG et les fondations. Par la notion d'association, il faut comprendre toutes les associations, y compris les syndicats. Donc les syndicats sont assis là-bas, ils pensent qu'eux, ils sont dedans. Puisque déjà, ils ont été la première victime, y compris les syndicats. C'est-à-dire que le gouvernement peut s'asseoir et dire, bon, toi, tu es un syndicat, là, tu parles trop, je ne veux plus de toi, et ainsi de suite. Puisque les notions
auquel renvoie trouble à l'ordre public, et atteinte à l'autorité de l'État, tout ça, c'est des notions floues. Et c'est ça qu'on prend chaque jour pour nous condamner, nous. Donc, les syndicats. Dans les organisations culturelles, c'est tout le monde, chrétien, quelle que soit leur variance, musulmans, quelle que soit leur variance, même les boussonistes, quelle que soit leur variance, entre les régions traditionnelles, c'est tout le monde qui est visé. Et particulièrement pour la société, pour les églises, c'est encore plus grave, puisque eux-mêmes, on peut les interdire par simple arrêté du ministre de l'Intérieur. Donc, puis les fondations. Les fondations, c'est tout ce que vous considérez comme fondation. Il était bon qu'on fasse cette précision. Et l'ordonnance a donné un mois, un an aux ONG, en tout cas aux associations de la société civile, de se conformer à cette ordonnance. Or, il y a des dispositions dedans, des obligations qui pèsent sur ces sociétés-là, qui ne relèvent pas de leur fait. Si tu ne fais pas ça, après un an, tu vas payer une amende de 1 million. Pour un pays endetté, 1 million, ça compte beaucoup. Donc, pour les organisations de la société civile, ils n'ont que des obligations. Il n'y a aucun droit. Pour dire les choses qu'elles font dans la position du PPACI après, pour dire, elles pensent que c'est fait pour les museler, ou du moins pour se donner, le gouvernement veut se donner la société civile qui lui convient. Quant aux églises, elles aussi s'interrogent pourquoi est-ce que c'est par ordonnance que cette décision a été prise. Mais de façon spécifique, les églises, elles ont quelques soucis. Elles dénoncent que l'article 32 dispose que l'organisation de la société civile peut recevoir des dons et des legs dans les conditions déterminées par arrêté pris en conseil, par décret pris en conseil des ministres. Ah! Donc, les gens se disent, mais nos dîmes et puis nos offrandes, là, on fait comment? Est-ce que chaque dimanche, on va voir on prend un décret, on fait comment? Il ne s'arrête pas là. Il dit, en plus, vous devez faire la comptabilité et donner votre rapport financier, déposer votre rapport financier au ministère de l'Intérieur. Rapport moral et financier. Vous ne participez pas, vous ne donnez pas l'argent des gens. Vous voulez leur bilan, pourquoi faire avec ça? Deuxième élément, que les églises contestent. Ils disent que les services de l'État peuvent à tout moment aller visiter les infrastructures des églises, à tout moment. Que ce soit une mosquée ou pas, ils peuvent visiter à tout moment les infrastructures. Et en plus, ces visites, quand ils finissent les visites, ils peuvent faire un rapport et l'Église est obligée, enfin la communauté concernée est obligée de répondre. Donc ils doivent faire un rapport, eux aussi les églises chaque année, pour déposer au ministère de l'Intérieur. Pas les églises, toutes les confessions religieuses. Alors, je me pose bien la question, la mienne, au village là-bas, nous les poros là, je ne sais pas comment on va faire pour nous là. On va envoyer ça en Senufo, on va écrire ça en Senufo, ou bien on fait quoi pour leur envoyer? Bon. Plus grave. L'article 77 de cette ordonnance dit que pour recevoir, lorsque une confession religieuse doit recevoir un orateur d'un pays étranger, il faut que l'identité de l'orateur et ce qu'il va dire soit porté à la connaissance du ministère de l'Intérieur un mois avant son arrivée.
Alors, les confessions religieuses, mais c'est quelle histoire ça? Pourquoi on nous impose, alors que ceux qui sont dans le show business, par exemple, quand ils viennent chanter, on ne sait même pas d'où ils viennent, ils chantent. Mais pourquoi eux, là, spécialement, on leur demande ça? Donc, chaque orateur qui doit venir, qu'il soit musulman, qu'il soit protestant, évangélique, catholique, tout ce que vous voulez manger, un mois avant, on doit identifier son nom et quel est le discours qu'il va venir tenir. Ça, c'est l'article 77. L'article 79 dit qu'il faut une distance minimale d'1 kilomètre entre deux édifices appartenant à des confessions religieuses différentes. C'est-à-dire que s'il y a une mosquée ici, il faut au moins 1 kilomètre pour qu'il y ait une église. S'il y a une église ici, si elle est protestante, il faut 1 kilomètre pour trouver une église catholique ou évangélique, ainsi de suite. Bon, vous avez fini de prendre toutes les terres ici maintenant. Ils vont faire comment? Et les églises qui ont saisi le président, ce que je vous dis là, c'est la lettre, je ne fais que lire la lettre que les églises ont écrite au président Laurent Gbagbo. Je ne fais que je suis en train de lire. On ne fait même pas encore de commentaires, nous on fera nos commentaires par la suite. Il dit, mais vous nous demandez ça alors que les maquis là sont alliés, les cinémas sont alliés. Pourquoi spécialement nous les églises là, enfin nous les confessions religieuses, vous nous imposez cette distance là? Et l'article 88 qui crée un conseil supérieur consultatif des religions et des convictions. On ne sait pas comment ça va se faire, ça aussi. Je ne sais pas. Donc, eux, c'est pour la question, mais comment tout ça va se faire? En conclusion, ils estiment que autant bien la société civile que la société, les ONG, que les ordres cultuels, les organisations cultuelles, pensent qu'elles sont visées parce qu'on veut les faire taire. Il n'y a pas autre explication à ça. Elles se sentent menacées. C'est pourquoi elles ont demandé le concours du PPACI, du président Laurent Gbagbo, pour les aider à mener le combat contre ce qu'ils considèrent comme étant une injustice qui leur est faite. Alors, quelle est la position du PPACI sur cette question? Pour nous, c'est le versant, c'est un code pénal spécial qui a été écrit pour c'est un code pénal spécial écrit pour les ONG, pour la société civile. Et c'est le versant de l'article 185 nouveau qu'ils ont préparé pour les politiques. C'est à ça que répond cette ordonnance. Placer une muselière à toutes les opinions qui ne sont pas favorables au gouvernement. C'est ce que nous appelons des dérives dictatoriales. En fait, le gouvernement, pour le PPAC, le gouvernement veut se donner les moyens de se choisir la société civile qui lui convient. Et en prévision des élections de 2025. Voilà le problème. Pourquoi on les a précipité ça? En prévision des élections de 2025. Parce que c'est simple. Si une ONG c'est là pour dire les élections, il y a une fraude là-bas, on va dire que c'est trouble à l'ordre public. Parce que trouble à l'ordre public, là, on va revenir là-dessus. C'est une, comment on appelle? C'est une infraction générique. C'est une infraction générique. Tels propos tenus par telle personne sont acceptés en Côte d'Ivoire et même applaudis. Mais lorsque la même personne change de camp et qu'elle tient les mêmes propos contre eux, ça devient diffamatoire. Ça devient pénal. On peut saluer quelqu'un en Côte d'Ivoire pour dire merci, le peuple de Côte d'Ivoire te dit merci parce que tu as insulté Gbagbo et les autres.
Et la même personne peut être poursuivie si elle arrête d'insulter Gbagbo et insulte quelqu'un d'autre. Le deuxième camp. C'est dans ça que nous sommes. Et c'est ça qui est le vrai problème de notre pays. La gouvernance du RHDP. Donc pour nous, au PPAC, cette ordonnance-là, il faut la comprendre comme les condamnations qu'on prononce contre nous. Rappelez-vous que Picasse, Koua, Lagui Hippo et consorts ont été condamnés à 10 ans d'emprisonnement avec assorti d'interdiction des mesures de sûreté incroyables, privés de leur liberté, de tous les droits civiques et politiques. Et que Pono qui est assis ici, et comment il s'appelle, le drone et autres sont en procès. Et comme si ça ne suffisait pas, le deuxième vice-président de notre parti, le professeur Hubert Oulaï, ancien ministre, actuellement député, président du groupe parlementaire PPAC à l'Assemblée nationale, a reçu quelques jours un appel d'un commissaire de justice qui le cherchait pour lui adresser un arrêt venant d'une juridiction pour une affaire pour laquelle il a été jugé, condamné en 2017 ou 2018 à 20 ans. Il a tenté de purger sa peine quand une ordonnance est sortie pour amnistier les faits. Mais apparemment, avec le RADP, les affaires qui concernent le PPA, c'est les phénix. Elles se réveillent toujours de leur cendre, même les plus mortes et les plus endormies. Et heureusement qu'il s'agit d'un professeur de droit qui leur a appelé, dit attention, monsieur le commissaire, je ne sais pas d'abord quelle juridiction vous a envoyé, mais je suis membre de l'Assemblée nationale, je suis député. Je suis couvert par une immunité. Au cas où vous ne le saurez pas, envoyez votre papier à l'Assemblée nationale. Bon, pour le moment jusqu'ici, ce n'est pas encore arrivé à l'Assemblée. Peut-être que c'est en route, mais ce n'est pas encore arrivé à l'Assemblée. Le deuxième vice-président de notre parti. Nous ne parlons même pas des Dosso Roder, des Kolebi, de toutes les personnes qui sont en prison au nom de leur liberté d'opinion. Mais c'est l'occasion de rappeler quelque chose. Et ça, c'est aux magistrats que je parle. Qui sont dressés, tout vent dressé contre nous, le couteau entre les dents, je dirais même le glaive entre les dents, alors que c'est bien nous qui leur avons donné ce qu'il faut pour leur donner leur liberté et leur indépendance. C'est le président Laurent Gbagbo, et je le dis haut et fort pour que les magistrats s'asseyent, et que les enfants écoutent, les femmes écoutent ce que je dis ici. Après, il peut m'arrêter, ça, il n'y a pas de problème. Mais au moins, j'aurais dit ça. Le décret 2008-15 du 11 février 2008, c'est par ce décret que le président Laurent Gbagbo, qui voulait renforcer l'indépendance des juges pour les soustraire de toutes les pressions et de toute forme de corruptibilité et leur donner leur dignité, a pris cette ordonnance pour en faire le corps le mieux payé de la Côte d'Ivoire. Les magistrats sont en toute proportion gardée dans la fonction publique. Tous les fonctionnaires, je dis bien tous les fonctionnaires, les magistrats sont les mieux payés.
C'est le président Laurent Gbagbo qui l'a voulu ainsi par ce décret. Et je vais vous lire ce qui avait été écrit en son temps par le journal Le Réveil, en son temps, qui n'était pas, je ne parle pas de notre voix, je parle du Réveil en 2008. C'est un véritable cadeau massif que Laurent Gbagbo vient d'offrir aux magistrats de Côte d'Ivoire, en leur octroyant des augmentations de salaire et des avantages qui donnent vraiment le vertige en ces temps qui courent. Plus loin, le même article du dit journal affirme qu'il s'agit d'un régime vraiment spécial qui met les magistrats à l'abri de tout souci financier. C'est le journal, le nouveau. Je fais un peu par le Nouveau Réveil, parce que si j'avais pris notre temps, le temps où on nous aurait dit que c'est partisan. Aujourd'hui, c'est à partir de la grille des salaires des magistrats qu'on fixe sur le salaire des élus, des ministres, en y ajoutant des coefficients. C'est le sommet. Mais le président Laurent Gbagbo, quand nous le disons, ce n'est pas parce que nous attendons une gratitude particulière à notre égard. Mais au moins, on veut qu'ils aient une reconnaissance vis-à-vis de la noblesse de leur fonction. Qu'ils aient un regard vis-à-vis d'eux-mêmes, la noblesse de leur fonction. Celui qui est persécuté, qu'il persécute aujourd'hui, et ces hommes persécutés, au nom de la République, et de l'idée qui s'est faite du magistrat de la justice, les a détachés pour les mettre en dehors de tout besoin financier. Donc, leur soumission actuelle au pouvoir de RHDP, c'est leur faire à eux, les magistrats. Personne d'autre ne peut régler ce problème qu'eux-mêmes, puisque ce qui pouvait être fait, on l'a déjà fait pour eux. C'est un rappel. Juste un rappel. On ne leur demande pas un traitement de faveur. On leur demande d'appliquer la loi. Et de respecter la noblesse de leur fonction. Parce que c'est une fonction noble. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit, moi je n'accuse jamais un procureur. Le procureur là, bon, c'est le commis. Et c'est pourquoi d'ailleurs dans la réforme que nous proposons au niveau du PPACI, sur le programme du gouvernement, nous allons requalifier la fonction du procureur. Le procureur, sa place n'est pas au tribunal. Le procureur, sa place est dans un autre bâtiment qu'on appelle donc le parquet pour régir donc et organiser la police judiciaire ainsi de suite. C'est cette confusion de rôle qui fait que les procureurs finissent par croire qu'ils sont des magistrats. Oui, vous avez été formé en tant que magistrat, mais vous n'êtes pas des juges. Et je suis scandalisé quand je vais au tribunal de voir la position du procureur par rapport à la position des avocats. Dans le système anglophone, ça n'existe pas. Le procureur, sa place n'est même pas à côté du juge. Moi, j'ai été juge au Ghana. Le procureur est assis là. L'accusé est assis là avec ses avocats. Au même niveau. Parce que c'est l'avocat lui aussi, celui qui poursuit, il a le rôle d'avocat de l'État. Donc, pour nous là, ce n'est pas symptomatique. C'est une réforme en profondeur que nous voulons porter à la justice. Pour que le magistrat, le juge, ne sont pas obligés. L'obligé du procureur. Qui lui est l'obligé, le procureur est l'obligé de la chancellerie, du gouvernement, oui. Mais les juges d'instruction, les juges de siège, ils n'ont aucune obligation vis-à-vis du procureur. Sauf s'ils ont d'autres combinaisons que nous, on ne connaît pas. Donc, c'est les magistrats qui ont renoncé qui veulent renoncer à leur indépendance. Et c'est vraiment au Gbagbo, ceux qui leur ont donné cette indépendance-là, qui le font le plus savoir, mais alors de façon brutale et violente. Mais cela ne décourage pas le président Laurent Gbagbo et le PPACI.
Parce que nous sommes les sentinelles de la démocratie ici. Nous sommes les sentinelles des libertés. C'est pas parce qu'on aime les prisons, hein. Comme le président Gbagbo lui-même le dit, il dit, je ne connais pas un seul citoyen qui aime la prison. Mais si nous renonçons, alors nous devrons renoncer à notre combat qu'on a commencé officiellement en 90, mais pour d'autres, bien longtemps. Au vu de tout cela, le PPACI, son excellent le président Laurent Gbagbo, le PPACI, assure l'ensemble des acteurs de la société civile de leur soutien total. Nous sommes avec la société civile. Le président Laurent Gbagbo a tenu à ce que cela soit dit et connu. Le PPACI s'associera pleinement à toutes les actions qu'entreprendront les acteurs de la société civile pour protéger légalement leurs droits. On est de leur côté. Tout ce qu'ils vont faire, ils veulent qu'on les accompagne, on les accompagnera. Y compris les syndicats. Le PPACI invite tous les acteurs de la société civile à prendre conscience de la précarité dans laquelle ils sont placés par l'ordonnance en question. Et il les appelle à œuvrer ensemble. Parce que ce n'est pas la peine que chacun vienne avec sa petite requête. Ensemble, nous avons nous avons une vice-présidente chargée, secrétaire général vice-président chargé de la société civile. Je crois que c'est lui qui est assis ici, professeur Koudou, c'est lui qui gère ça. Il faut qu'ils se mettent ensemble, religieux, société civile, syndicats et autres, parce que c'est dans l'unité que nous pourrons les accompagner utilement. Le PPACI demande à ses députés et à tous les autres députés épris de justice et de paix de rejeter la ratification de cette ordonnance, parce que la loi de ratification est déjà portée à l'Assemblée nationale. Il faut rejeter la ratification. Le PPACI se rapprochera de toutes les associations et les organisations visées par cette ordonnance pour convenir avec elles des démarches et des actions à mener pour obtenir le retrait de cette ordonnance. De façon générale, le PPACI dénonce toutes les atteintes portées aux libertés et aux droits de l'homme par le gouvernement du RHDP et entend se donner les moyens légaux pour y mettre fin. Là, je le dis sous le regard du président exécutif. À cet effet, le PPACI enverra dans les tout prochains jours des délégations sur l'ensemble du territoire national pour sensibiliser les populations à cette cause. Le PPACI interpelle le gouvernement sur les risques qu'il fait courir à la paix sociale avec ses agissements antidémocratiques et engage sa responsabilité, celle du gouvernement bien sûr, totale et pleine des conséquences qui s'en suivraient, qui pourraient s'en suivre. Le PPACI demande à l'Union européenne, qui a financé ces travaux, d'interpeller le gouvernement. C'est nous qui avons financé votre produit là. Ce n'est pas ce pourquoi nous avons financé. Surtout que aux EPU, ce qu'on appelle les évaluations périodiques universelles de la situation des droits de l'homme dans le monde de l'ONU, la Côte d'Ivoire a été sévèrement critiquée, y compris par l'Union européenne, pour cette ordonnance-là. Tout le monde est unanime pour dire qu'elle est liberticide et l'antidémocratique. Il faut tirer les conséquences. Le PPACI exige le retrait pur et simple de cette ordonnance au nom de la paix sociale et de la liberté des opinions telle que garantie par la Constitution ivoirienne. Et le PPACI, enfin, reste saisi de cette question. Fermement et vivement saisi de cette question parce qu'il s'agit des questions qui portent sur la liberté et la démocratie. Nous vous remercions pour votre aimable attention. Merci beaucoup.
Merci au docteur Justin Katina-Koné pour cette présentation assez détaillée. Je laisse le temps de se désaltérer. Je pense que c'est fait. Ensuite, nous allons maintenant donner la parole aux journalistes. Chers collègues, vous avez le micro. Vous présentez votre organe et vous posez les questions afin qu'on puisse faciliter ces échanges. Voilà. Bonjour, je suis Ismaël Ango, journaliste pour la Radio de la Paix. Alors, le gouvernement évoque une lutte contre le financement du terrorisme en prenant cette ordonnance. Quel est le regard du PPACI? Ensuite, l'Assemblée nationale est majoritairement tenue par le pouvoir en place. Si cette ordonnance est ratifiée, quelle sera aussi l'action du PPACI? Et pour terminer, vous avez évoqué le mot de désignation des magistrats. Les magistrats sont nommés par l'exécutif. Quel est le mode de désignation de manière transparente que le PPACI propose? Lutte contre le blanchiment. On continue, on y va. Bonjour, monsieur le ministre. Oui. Yannick Bayard, journaliste à La Voix originale. Alors, j'ai deux questions pour vous, monsieur le ministre. Une qui abonde dans le même sens que mon confrère, mais je vais la poser quand même. La première, c'est que compte tenu du fonctionnement du Parlement, il est absolument certain que cette loi sera adoptée. Une fois en plénière, son adoption ne fait aucun doute. En réalité, il s'agit d'une ordonnance déjà en application, soumise à ratification, ce qui réduit considérablement les possibilités de modification du texte, puisque dans les faits, un texte déjà en vigueur ne peut être véritablement amendé par le Parlement. Monsieur le ministre, le 10 mars prochain, à quoi devrait-on s'attendre, puisqu'on semble aller inéluctablement vers l'adoption de cette ordonnance, surtout qu'à l'hémicycle, il y a une supériorité mathématique du RHDP par rapport à l'opposition? Première question. Deuxième question. Monsieur le ministre, lors du lancement de la fête de la Renaissance samedi dernier, vous avez affirmé vouloir exercer votre droit de réponse aux déclarations du procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abidjan Plateau. Ce dernier a soutenu que les pro-Gbagbo n'ont jamais reconnu ce qu'ils considèrent comme la victoire d'Alassane Ouattara en 2010. Pouvez-vous préciser votre position à ce sujet? Merci. Une dernière question. Ok, monsieur le ministre. Ok. Alors, si l'ordonnance aurait été prise pour lutter contre le blanchiment d'argent, la lutte contre le terrorisme, vous savez, c'est quelque chose d'extraordinaire dans nos pays, surtout les pays africains. Quand il y a un péril réel ou supposé, les régimes politiques africains ont toujours cette manie particulière de pouvoir le transformer en instrument de persécution de ses opposants. Mais si la question était de lutter contre le blanchiment d'argent, pourquoi ils ne vont pas à l'Assemblée nationale? Qu'est-ce qui aurait empêché, puisqu'ils sont majoritaires à l'Assemblée, d'envoyer au moins ce débat à l'Assemblée nationale? Non. La lutte contre le terrorisme, là, en Côte d'Ivoire, là, c'est un cache-sexe, mais qui cache très mal la nudité du gouvernement dans sa volonté de museler toute l'opinion. C'est tout simple que ça. C'est tout simple que ça. Explique-moi. Quand on dit que deux structures, deux confessions ne peuvent pas s'installer à 1 kilomètre l'un de l'autre,
Ça a quoi avec le franchissement du terrorisme? Non, c'est un prétexte. Oui, le terrorisme, c'est une menace réelle pour la Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Finalement, à force de traquer les opposants et les opinions dissidentes, les terroristes là, on ne sait plus finalement qui est terroriste, qui ne l'est plus. Ça, c'est la première des choses que je veux dire. Quel est le mot de désignation que nous proposons? Nous avons déjà dit pour les procureurs, mais rassurez-vous, le programme de gouvernement est en finition. On est en train de faire la dernière lecture, vous allez le savoir. Mais ce n'est pas parce que vous avez été nommé aux États-Unis, là. Aux États-Unis, là. Les membres les magistrats de la Cour suprême fédérale, ils sont nommés. Ils sont nommés. Mais ça ne les empêche pas de faire leur travail. Ça ne les empêche pas. Donc, c'est justement ce que le président a voulu faire. En disant, bon, écoutez, comme vous dites que vous êtes fragile, on dit, bon, on vous donne l'argent ici, ou bien vous êtes influencé par les décisions, ainsi de... Bon, je vous donne les moyens. Ah, dès qu'on a fait ça maintenant, il y a un échelon qui s'appelle le 911. Tout le monde veut aller au 911. Et pour aller au 911, il y en a qui sont prêts à prendre tous les chemins, y compris les chemins immoraux. Le 911, quand tu es là-bas, tu atteins la hiérarchie, donc ton argent devient beaucoup. Donc chacun veut passer par là. Non, la question de l'indépendance de la justice, ce n'est pas... Oui, peut-être que le mode, pour un certain nombre de choses, il y a certains éléments qu'on peut corriger, mais tout relève de ce comment le magistrat conçoit lui-même sa mission. Moi, j'ai été directeur du cadastre, mais j'ai envoyé ma fiche d'impôt au président Laurent Gbagbo. C'est lui qui m'a nommé, hein. En bas là, c'est Laurent Gbagbo. Les impôts arrivent là, on dit que c'est la loi, il paye. Et un jour, un DG d'une de ces régies a dit, tu sais, les gens disent qu'on a fait des miracles à la tête au moment des difficiles, quand nous dirigeons ces régies. Mais c'est parce qu'on avait un patron extraordinaire. Puisque lui-même, il est le premier à réclamer ses avis d'imposition. Donc, toi, tu es DG. Le président a pris ta paix et dit, bon, toi, envoie-moi, il est temps de payer mes impôts, envoie, j'ai payé. Mais quand le président a fini de payer, là, donc, tu as peur de qui encore? C'est toujours la tête qui donne l'exemple. Donc, la nomination n'est pas un moyen de bloquer. Le mode opératoire pour nommer les magistrats n'est pas la condition. S'il dit que cela joue là-dessus, c'est possible, mais je ne crois pas que ce soit le fait le plus important. Il y a d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte. Il y a d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte. C'est vrai que nous sommes informés de beaucoup de ce qui se passe là-bas, hein, mais il y a d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte. Donc, pour le mode opératoire de désignation, nous avons des idées qui sont déjà consignées dans notre programme de gouvernement. Quand vous allez sortir, vous le verrez. Effectivement, c'est innovant. On est obligé de tenir compte de ce qui se passe et de trouver des solutions, puisque finalement, eux, ils ne peuvent pas assumer leur indépendance. On est obligé de les aider pour assumer leur indépendance. Donc, effectivement, il y a des réflexions qui sont menées, mais souffrez que le président Laurent Gbagbo ne m'a pas encore donné l'autorisation d'en parler, que je puisse le faire ici. Oui, vous savez, le jeu de la démocratie, là, c'est ça, le jeu de la démocratie. Ils sont nombreux. Ils sont les plus nombreux que nous à l'Assemblée nationale. Oui. Mais au moins, c'est respecter la forme. Ce qu'on leur demande là, c'est de respecter au moins la forme. Parce que les ordonnances, ce sont des mesures exceptionnelles. Je rappelle que comment fonctionnent les ordonnances. Nous sommes dans un régime présidentiel.
Il y en a même qui disent présidentialiste à cause de la forme exorbitante de l'exécutif. Et dans ce régime, les pouvoirs sont séparés, nettement séparés. L'exécutif, le législatif et le judiciaire. Il y a des matières qui relèvent du domaine exclusif de la loi et il y en a qui relèvent du domaine exclusif de l'exécutif, du Parlement et de l'exécutif. Mais comme nous sommes dans un régime, effectivement, où l'exécutif est fort, dans la Constitution, pour des questions parfois d'urgence, des questions particulières, on dit, écoute, il peut arriver que pour des questions particulières, l'Assemblée donne une autorisation spéciale au président de la République pour qu'il puisse intervenir dans un domaine qui relève du Parlement. C'est quelque chose de spécial, de ponctuel et qui est matériellement et temporellement limité. On vous a déjà vu dans cette salle ici que quand on parle de dictature, là, c'est ça, c'est quand toutes les institutions refusent d'assumer leur rôle et donnent tous les pouvoirs à une seule institution, l'exécutif, c'est ça qu'on va vers la dictature. Donc l'ordonnance là, avant de la prendre, le président demande une autorisation à l'Assemblée pour dire permettez-moi que j'intervienne dans votre domaine pour ça. Et ça dure 1 an. Loi d'habilitation, et après, je viens demander, vous envoyer, pour que vous mettez votre sceau, pour que ce que j'ai fait dans votre domaine-là ait la valeur d'une loi. Parce que vous légiférez par la loi de ratification. Mais en Côte d'Ivoire, c'est l'Assemblée qui demande une loi d'habilitation à l'exécutif pour pas une loi. C'est-à-dire ce qui est dans son coup de main là-même. Il ne peut même pas le faire. Il demande, est-ce que je peux faire ça? Mais c'est ça le problème. Mais nous sommes dans la lutte politique. La lutte politique, c'est toujours une bataille continue. La dernière fois, j'ai aimé l'expression du PEX. On gagne étape par étape. Aussi minime qu'elle soit, c'est une victoire qu'on prend. Ils n'ont qu'à ratifier, mais nous, on va continuer de se battre là-dessus. Et comme on n'est pas seul, les syndicats vont nous aider. Sinon, nous allons aider les syndicats, parce qu'ils sont visés. On va aider les religieux, ainsi de suite. La politique, c'est un rapport de force. C'est toujours un rapport de force permanent. Si institutionnellement, ils ont le rapport de force pour eux, je ne suis pas sûr qu'il est populaire, sur le plan populaire. Donc nous nous battons avec les moyens dont nous disposons. Donc qu'ils le ratifient. Au moins, le monde saura que nos députés ne se sont pas associés à cette forfaiture. Ça, au moins, le monde le saura. Aussi insignifiant qu'ils soient en nombre là-bas, mais ils ne vont pas s'associer à ça. Mon droit de réponse, mais ça, je l'avais déjà donné sur place. Il y a des choses qui me paraissent tellement inutiles. Je dis oui, nous là, les pro-Gbagbo là, victoire du chef de l'État Adjem M. Ouattara en 2010 là, on ne reconnaît pas ça. Ça, on l'a déjà dit. Si vous voulez, chaque matin, envoyez-nous en prison. Un jour, il y a un officier de la police qui me convoque, qui m'appelle. J'arrive chez lui. Il dit, mais monsieur on est en cachette, il m'appelle monsieur le ministre. Mais on me fait sortir une ordonnance, ils disent, on dit que tu te fais appeler ministre, donc alors qu'il y a une ordonnance qui dit qu'on ne reconnaît pas votre gouvernement. Donc, les gens me demandent, est-ce qu'il il faut que tu arrêtes. J'ai dit, bon, mon commissaire, il ne faut pas aller loin, il faut m'arrêter en même temps ici. Non, arrête-moi en même temps. Parce que même si je sors ici en mettant le micro, je vais réclamer le titre du ministre. C'est une bataille politique. On a fait une élection, vous dites que vous, là, vous avez gagné. Nous, on dit on a gagné. Mais là, ça fait partie de l'histoire de la Côte d'Ivoire jusqu'à la fin des temps.
Jusqu'à la fin des temps. On le dira toujours. Eux, ils diront qu'ils ont gagné. Nous, on dit on a gagné. Parce que ce palabre là, il n'a jamais été évacué. C'est pas parce que tu es venu me frapper chez moi à la maison que tu as raison. Tu penses que tu as raison. Donc, si tel est l'objectif poursuivi par toutes ces condamnations, ces poursuites, parce qu'on n'aurait pas reconnu oui, nous, on n'a pas reconnu la victoire, je dis bien en 2010. Ce qui s'est passé en 2015, 2020, nous, on n'était pas là. Mais où on était là? Jusque-là, on ne reconnaît pas cette victoire. On dit que c'est nous qui avons gagné. Si vous m'arrêtez aujourd'hui, même en prison, je vais dire ça aux prisonniers. Si vous me sortez et je suis dans la rue, vous me demandez, je dirai la même chose. C'est notre opinion et c'est ça qui fait la démocratie. Opinion contre opinion. C'est ça là, ça mérite d'envoyer quelqu'un en prison pour ça. Ça mérite d'envoyer quelqu'un en prison pour ça. La CPI même a dit, Babo là, c'est qui l'a fait là? Il a fait ça en tant que président de la République. C'est écrit noir sur blanc dedans. C'est pas nous qui l'avons envoyé le président Babo à la CPI, hein, c'est eux. C'est un jugement. Avant, on était seuls à en parler. Mais les propres amis, maintenant, on fait même livre pour ça. Que chacun, dans chaque œuvre humaine, en politique, le débat, c'est la contradiction permanente et le débat politique. Sur la question des élections de 2010, en tout cas, pour le moment, notre position est connue. Le président Laurent Gbagbo ne nous a pas encore dit de reconnaître qu'il a perdu ses élections, puisqu'il ne les a pas perdues. Nous, là, on ne sommes que ses lieutenants. On dit exactement ce que notre patron a dit. Et ce qui est la vérité pour nous. Où est pour ça? Tu vas nous envoyer en prison pour ça? Ça ne peut pas passer. Si vraiment l'argument qu'il a avancé, je pense que quand on condamne quelqu'un, justement, on cherche des arguments. Bon, ça fait partie des arguments qu'il avait avancés. Mais moi, je ne crois pas du tout qu'il le pense lui-même. Autre question? OK. Chers amis. Allô. Ah, vous avez une autre question? Camarade président exécutif, camarade membre de la direction du parti, chers amis, quand le président Laurent Gbagbo s'est saisi d'un dossier, c'est parce qu'il est à l'écoute des populations. Je rappelle que l'ordonnance dont nous avons parlé, il ignorait même l'existence. Ce sont les organisations civiles qui sont allées le voir du président. Notre vie est menacée. Notre vie est menacée. Viens nous aider. C'est pourquoi le président a convoqué une réunion du CSP élargie pour cette cause-là et a demandé qu'on donne notre opinion, notre position, la position de notre parti sur cette question-là. Mais pourquoi les gens ont recours au président Laurent Gbagbo pour ça? Mais parce que dans la réalité, que ceux qui l'aiment, que ceux qui ne l'aiment pas, lui reconnaissent une constance. C'est lui le dépositaire réel de la philosophie de l'État de Côte d'Ivoire. Il apparaît comme le dernier recours des abandonnés. C'est pourquoi ils viennent le voir. Et nous, c'est un honneur pour nous. Ça veut dire que nous sommes dans le vrai. Et que les Ivoiriens continuent de croire en nous. En même temps, c'est un message que nous donnons à ceux qui croient qu'ils peuvent se louvoyer, qui peuvent nous tromper le monde et qui peuvent nous écarter du débat politique. Nous sommes au centre du débat politique parce que le président Laurent Gbagbo continue de maintenir, ou du moins de susciter l'espérance des désespérés. L'espérance des désespérés.
Et c'est pourquoi il a créé son parti. Et c'est pourquoi nous croyons que le peuple est de notre côté. Et c'est ce qui fonde notre foi certaine à la victoire du président Laurent Gbagbo en 2025. Je vous remercie. Merci à nos amis de la presse. Cette conférence prend ici fin. Le débat sur cette ordonnance reste ouvert. Le PPSI continuera de défendre avec vigueur les principes de la démocratie et de la liberté. Nous remercions toute la presse pour l'attention accordée à cette conférence. Rendez-vous dans 15 jours et à bientôt.